Good Evening Business, la grande interview. Et c'est donc Xavier Chardon, le président directeur de Volkswagen Group France, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Chardon. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Vous êtes venu ce matin à votre conférence de presse annuelle. On a parlé des chiffres France de Volkswagen. Alors est-ce que vous me permettez quand même qu'on fasse un commentaire? Parce que les chiffres mondes sont sortis il y a quelques jours. Les chiffres mondes sont sortis il y a quelques jours, effectivement. Exactement, je le donne ce chiffre, 8,3 millions de véhicules vendus l'an dernier dans le monde par le groupe Volkswagen. Troisième année de repli consécutif, c'est le niveau de vente le plus bas depuis 2002. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls à subir tout ce que subit l'industrie automobile. Comment est-ce que vous le regardez, ce chiffre, vous, fondamentalement? Donc effectivement, on a terminé à 8 320 000 véhicules, baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Donc on n'a pas retrouvé les niveaux pré-Covid. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe par marque, on a dans le groupe des marques qui performent très bien, notamment nos marques de luxe, que ce soit Porsche, Bentley, Lamborghini, qui ne connaissent pas la crise, donc qui sont en croissance positive. Nos marques camions et autobus sont aussi en croissance, donc il y a des signaux positifs. On a une situation qui est un peu plus négative sur nos marques comme Seat et Skoda, qui souffrent de l'allocation de nos semi-conducteurs qui vont aux marques qui sont les plus rentables. Est-ce qu'on n'a pas bénéficié, comme certains autres constructeurs, les véhicules qui dégagent le plus de marge, effectivement? Tout à fait. Donc on a une allocation. Donc Audi a par exemple une baisse qui est la moitié de celle du groupe. Donc on est à moins 3,8%. Donc une marque Audi qui a pris des parts de marché dans certains marchés, qui continue à bien se maintenir. Donc on voit qu'on a une demande pour le premium, le luxe qui se maintient. Mais on a aussi une demande sur les segments de volume comme pour la marque Volkswagen qui sont là. Mais on n'est pas encore capable de répondre à la demande aussi rapidement que les clients le souhaitent. Oui, ça on va en parler. On a toujours des contraintes de semi-conducteurs, même si la situation s'améliore. Justement, sur les semi-conducteurs, qu'est-ce que vous dites? Parce que ça reste effectivement, avec les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, le grand sujet aujourd'hui. Il y a l'énergie, on va en dire un mot, mais comment est-ce que vous voyez les choses évoluer sur les semi-conducteurs? On l'a vu s'améliorer de manière positive en 2022. Si je regarde, là je reviens sur les chiffres de la France, on a eu un premier semestre qui a été plus compliqué en termes de part de marché. Sur l'année, on a fait 12,5. Premier semestre à 11,5. Dernier trimestre, où là on a vu les capacités qui s'accélèrent, on était à 13,5. Donc on a gagné 1 point de part de marché sur le dernier trimestre. Pourquoi? Parce que la situation s'améliore en termes de production. Pas sur tous les modèles, mais on a une dérivée qui est positive, donc qui nous laisse espérer davantage sur cette année qui démarre. Vous dites on démarre avec un plan produit important. Ça veut dire quoi, un plan produit important chez Volkswagen? On a un plan produit important, notamment sur l'électrification. Vous savez que ça fait partie de nos enjeux forts. Quand je me projette 2030, ça arrive finalement assez vite. En 2030, en Europe et en France, on veut faire 70% de nos véhicules en électrique. C'est pour ça qu'on accélère. Donc on a fait 30 000 véhicules en France en 2022. C'est positif. Le groupe accélère aussi au niveau monde. Pour la première fois, on a dépassé la barre des 500 000 voitures, 572 000 pour être précis, plus 26%. Donc là, on voit qu'on est dans une bonne dynamique et on a des plans produits qui s'accélèrent. Je le répète, on investit fortement 50 véhicules purement électriques qui arriveront d'ici 2030. Sur les semi-conducteurs, donc j'y reviens, qu'est-ce que vous dites pour cette année? Est-ce que vous voyez point d'une amélioration encore? On l'a déjà vu sur la fin Vous le voyez déjà sur le deuxième semestre? On le voit sur certains modèles. Ça va par contre rester assez compliqué. Donc dans chaque gamme, on a des situations qui s'apprécient au jour le jour. On a des modèles où on revient à des situations de délai qui sont tout à fait normales. Donc ça, c'est le côté positif. Sur les délais de livraison, ça se normalise encore? Ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. Dans chaque marque, on va trouver des modèles aujourd'hui où je reviens à des situations qui sont de l'ordre de 2 mois de délai qui sont tout à fait normales. On s'était vu il y a quelques mois, vous ne nous disiez pas la même chose. Je ne disais pas la même chose. Donc vous voyez que depuis, en 3-4 mois, on a retrouvé de l'optimisme sur certains modèles. Quand je regarde, j'ai même une situation de stock en janvier qui est largement meilleure cette année qu'elle était il y a 12 mois. On n'est pas en train de crouler sous les stocks, mais on revient petit à petit dans des situations qui se normalisent. Par contre, j'ai toujours des délais qui sont très élevés, notamment sur certains modèles plug-in hybrides qui sont très demandés. Et puis l'électrification, on voit qu'il y a une demande client qui augmente mois après mois. Donc là aussi, nos usines sont en train de monter en cadence, mais je dirais pas aussi vite que la demande. Les prix de l'énergie, bon évidemment ça s'est un petit peu tassé. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des pics ces derniers mois d'inquiétude? On a eu des pics. Alors après, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'électrique augmente. Donc les clients nous disent, mais tout le bénéfice qu'on est censé avoir quand on recharge notre véhicule par rapport à un thermique, qu'en est-il? Je rappelle qu'aujourd'hui, avec la chance que nous avons en France avec le bouclier tarifaire pour les clients particuliers, finalement, quand on fait le mix de recharge entre le domicile, le bureau,
bureaux et l'autoroute, on reste sur des rapports de 2 fois à 3 fois plus attractifs que le thermique. Ouais. Donc même si on a une inflation sur l'électrique, elle reste contenue et toujours très très attractive. J'ai vu que vous vouliez monter en puissance en France sur la vente de véhicules de seconde main, de l'occasion. Tout à fait. Donc le véhicule d'occasion, c'est important. Si je regarde en 2022, on a fait une très très bonne année. Pour la première fois, on a vendu autant de véhicules d'occasion que de véhicules neufs dans le réseau du groupe. Donc ça, c'est important. Et le véhicule d'occasion, il est important parce qu'il permet aussi de répondre à des clients qui ont un pouvoir d'achat qui peut être pas suffisant pour aller sur du neuf. Donc c'est important qu'on s'engage là-dessus. Donc on a une nouvelle offre de labels qui est renforcée dans chaque marque. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on va garantir nos véhicules labellisés 5 ans. Ouais. Là aussi, c'est un engagement qu'on prend qui est fort et c'est redonner du pouvoir d'achat aux clients. Justement, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, est-ce que vous sentez que dans ce contexte inflationniste, plus que jamais, l'achat d'un véhicule neuf, c'est quelque chose qu'on arbitre beaucoup plus, voire auquel on le voit beaucoup plus dans le contexte actuel. Dans un contexte d'inflation, c'est vrai qu'on a des prix qui ont augmenté, on a des coûts de matières premières, d'énergie qui font qu'on a augmenté le prix de nos véhicules et qu'on va continuer à l'augmenter. La bonne nouvelle, je parlais du véhicule d'occasion, on a des valeurs de revente qui sont soutenues. Ça permet de limiter les hausses et là aussi, quand je prends un peu de recul et que je prends des véhicules de nos gammes entre janvier 2022 et janvier 2023, j'ai des véhicules chez Skoda, chez Audi, chez Volkswagen qui n'ont eu aucune inflation en termes de mensualité. Ouais, c'est ça. Nos bonnes valeurs résiduelles nous permettent de contenir une partie de cette inflation. Est-ce que vous êtes convaincu comme ça, c'est un discours qu'on tenait à une époque, que l'explosion, le vrai décollage du marché du véhicule électrique va passer par le décollage du marché du véhicule d'occasion électrique en l'occurrence? Les deux sont intimement liés, complètement d'accord. Donc nous, on est même en train d'anticiper justement nos valeurs de revente pour partir sur un deuxième cycle, donc de 3 ans à 6 ans, voire même de 6 ans à 9 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des batteries qui sont garanties 8 ans, donc ça nous permet aussi de nous engager dans cette logique. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a des véhicules avec nos plateformes qui maintenant permettent la mise à jour à distance, donc ça permet d'avoir des véhicules d'occasion qui vont aussi évoluer. On n'est plus dans entre guillemets de l'obsolescence programmée où votre véhicule neuf, mois après mois, il perdait de sa valeur. Continue à le faire bien évidemment, mais tous ces éléments-là, quand je regarde par exemple la ID3 qui est en photo derrière vous, c'est une voiture, la dernière mise à jour, finalement avec le clignotant, vous allez pouvoir changer de fil en plus autonome. Ça n'existait pas pour les clients qui l'avaient au départ, donc ça aussi c'est un plus qu'on va offrir à nos clients. Alors le véhicule électrique, on va revenir sur les chiffres mondes dans quelques instants de Volkswagen. Les ventes de véhicules électriques, je vois ça, ont représenté quasiment 7% des ventes chez Volkswagen l'an dernier. 7% en livraison et plan plus mondial. en commande. Ouais. C'est 9% chez BM, on fait x2 sur un an, c'est quasiment 6% chez Mercedes, on x2. Donc ça accélère, mais il y a quand même cette idée que les constructeurs allemands restent en retard par rapport aux Américains et aux Chinois aujourd'hui. Voilà. L'impression que malgré tout, les constructeurs allemands ne suivent pas le rythme d'un Tesla ou des plus gros acteurs chinois aujourd'hui. Tesla, c'est un nouvel entrant qui est 100% électrique, donc par définition, ils sont 100% électriques. Mais les Chinois, on va aller un peu sur les Chinois. Quand on regarde les marques chinoises, on a effectivement des marques qui arrivent avec des produits qui sont aussi électrifiés, des bons produits. Moi, je l'ai dit la dernière fois, j'ai vécu 4 années en Chine avant de reprendre le marché français. Donc, on a vu, il y a un marché qui, cette année, pratiquement un quart du marché chinois était électrique. Donc, il y a une véritable appétence pour ce sujet. Et ça permet aussi d'avoir de la compétence directe sur ces véhicules. Mais nous, on regarde, les constructeurs chinois vont arriver en Europe, c'est évident. Mais on a eu les Japonais qui sont montés en puissance, on a les Coréens, maintenant on va avoir des Chinois. Nous, on fait face à des concurrents qui sont aguerris. Mais on a un plan de marche qui est important. Je rappelle, on va investir 80 milliards dans les 4 prochaines années, 50 milliards sur les véhicules électriques, 30 milliards sur le software. Pourquoi ? Pour permettre là aussi de continuer à être offensif, à répondre aux attentes des clients et à garder notre leadership européen. Et je rappelle, on est aussi le leader du marché chinois. Oui. Donc là aussi, on a des plans. C'est 40% des volumes de Volkswagen, je crois, là. C'est pratiquement 40% des volumes effectivement. Je vous pose la question parce que certains disent, effectivement, les constructeurs allemands et notamment Volkswagen font partie des constructeurs qui risquent d'être les plus gros perdants de la montée en puissance de la concurrence chinoise dans les prochaines années. La concurrence, elle nous amène à nous remettre en question. C'est pour ça qu'on a lancé, non pas cette année, mais il y a déjà plusieurs années, un plan qui s'appelle New Auto, d'électrification à marche forcée. Donc les Chinois investissent, nous on investit, on a des plans clairs sur notre stratégie d'électrification, de conduite autonome, de connectivité des véhicules. Il faut aussi qu'on fasse des efforts pour rendre nos véhicules électriques accessibles. C'est ce qu'on va faire dès 2025 en Europe avec des véhicules électriques à moins de 25 000 €
hors incitation de l'État. Donc on est en marche forcée, on a un plan de marche. Donc effectivement, il faut qu'on regarde nos concurrents, il faut qu'on regarde les attentes de nos clients, ce que l'État peut aussi nous apporter en termes de support sur la recharge, mais on est confiant. On est confiant. Ça fait 40 ans que vous êtes en Chine. Hein. La première production, c'était la Santana. La Santana, tout à fait. Ça nous ramène 40 ans. 40 ans et leadership qui s'est maintenu cette année. Mais la Chine, il y a quand même l'idée qu'elle grappille de plus en plus de parts de marché à Volkswagen. En Chine, notamment. Voilà, on a des nouveaux concurrents comme BYD, effectivement, qui mois après mois ont pris des parts de marché. On a une belle offensive sur nos véhicules électriques. Quand on regarde la Chine 2023 par rapport à la Chine 2022 par rapport à 2021, on est en progression sensible aussi sur nos ventes de véhicules électriques. Donc on a un plan qui va continuer à s'accélérer, et on a aussi une stratégie qui va nous permettre d'être, je dirais, davantage chinois en Chine, parce que les clients chinois, je rappelle, ils ont en moyenne 20 ans de clients qui achètent un véhicule neuf en Chine, 34 ans, Europe 55 ans. Donc les attentes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit davantage présent. Ça c'est intéressant. Développez-moi ça un petit peu. Comme vous dites, les attentes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi en Chine? Vous avez des clients qui sont pour la plupart qui achètent pour la première fois, alors qu'en Europe on est typiquement un renouvellement. Des clients qui sont beaucoup plus jeunes, 20 ans d'écart, donc ils sont beaucoup plus sensibles à la digitalisation, qui vont demander à leur véhicule de faire exactement la même chose qu'ils ont avec leur smartphone, et ils sont beaucoup plus connectés que chez nous. Sûr. Donc c'est pour ça qu'on a des plans assez importants, on a des plans d'électrification, de conduite autonome. On vient de lancer un partenariat avec Horizon Robotics en Chine, pour là aussi permettre de s'adapter et d'être beaucoup plus rapide dans ce marché qui évolue à une vitesse incroyable. Alors il y a le défi évidemment de l'électrique, il y a bien des défis, et puis il y a aussi tout le défi de l'à côté, les services et la mobilité. Alors il y a le bouclage du rachat d'Europecar, effectivement, en 2022. C'est 250 000 véhicules, c'est ça, Europcar, approximativement. 250 000 c'est une fin en soi, le rachat d'Europecar, ou c'est le début de quelque chose, finalement, pour Europcar, ils ont des activités de courte durée qui sont importantes, mais c'est surtout une brique qu'on rajoute à notre écosystème pour s'engager dans des nouvelles formes de mobilité. Typiquement, quand on va regarder des formes d'abonnement, aujourd'hui, on est plutôt bon pour pour vendre des véhicules à des clients à partir de 3 ans, donc même plus sur de l'achat, mais sur du leasing, de la location. Par contre, des clients qui veulent des formules d'abonnement, qui veulent s'engager sur de la courte durée, de la moyenne durée, on n'est pas forcément les mieux armés, et Europcar, via leur système informatique, via leur savoir-faire, peuvent nous aider, toujours en s'appuyant aussi sur notre réseau qui est absolument clé dans ce développement. Vous dites, puisqu'on parle d'Europartage, vous dites aujourd'hui les voitures sont sous-utilisées. Tout à fait. En moyenne, le chiffre le montre, effectivement. En moyenne, une voiture, elle va être utilisée 1 heure sur 24 heures. Donc, si on se projette, on voit bien qu'on a un potentiel énorme. La conduite autonome permettra de l'accélérer. On va lancer d'ailleurs des expérimentations en 2025 à Hambourg avec l'ID-Bus pour permettre justement d'avoir des premiers véhicules autonomes pour justement avoir des durées d'utilisation qui vont aller de 12 et progressivement jusqu'à 16 heures, parce qu'il faudra toujours les nettoyer et autres. Il y aura toujours de la maintenance. Mais on est en train de développer le potentiel d'utilisation de la mobilité individuelle de manière exponentielle. Ça, je vous dis, c'est un beau créneau, accélérer sur les services de la mobilité, valoriser les marques et rassurer le client avec une promesse garantie plus forte. Ça veut dire quoi, rassurer le client ? Le client, quand il achète aujourd'hui, je parlais de l'exemple du véhicule d'occasion, vous pouvez acheter chez des marchands, vous pouvez acheter de particulier à particulier, mais nous, quand il achète dans le réseau, il achète des véhicules qui sont garantis, expertisés, avec un véritable savoir-faire, une traçabilité, et c'est pour ça qu'on s'engage de manière forte en disant 50 garanties. 50 garanties. Je vais avoir votre point de vue, il nous reste quelques minutes évidemment pour le sujet des batteries. Comment constituer un semblant d'autonomie en Europe ? Alors Volkswagen a lancé la construction de sa première usine de cellules qui sera prête en 2025, c'est ça ? 2025, fin 2025-2026. Donc on n'est pas dans du semblant, on est en train de développer une ambition forte en termes d'électrification. Si on veut atteindre 70% de nos volumes en 2030, il nous faut des usines qui produisent des batteries. Donc on a un plan qui est de 6 gigafactories en Europe. C'est ça. On a déjà annoncé donc Salzgitter en Allemagne. On en a une en Suède. On vient de confirmer
l'an dernier Valence en Espagne pour nos petits véhicules. On a un projet en Europe de l'Est et puis on en aura d'autres pour accompagner cette montée en puissance. Donc c'est une transformation absolument énorme. Il y a la question des usines de batterie, il y a aussi la question des matières premières, des terres. Oui, donc là aussi, on a. Est-ce que vous arrivez à sécuriser l'approvisionnement On a fait de bons progrès depuis la dernière fois dans tous ces métaux. Il y en a plusieurs des métaux précieux. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi. On est en train en permanence. Les batteries solides vont consommer d'autres éléments, d'autres matériaux précieux, mais on a fait des avancées significatives sur sécuriser les matières premières qui nous sont nécessaires. Ça, c'est important. Et puis l'autre sujet qui est tout aussi important, c'est celui du recyclage, ce qui permettra, au-delà de l'extraction et de la filière, de s'assurer qu'on recycle énormément. Et là aussi, on a des projets. Mais j'en reviens aux matières premières, à l'approvisionnement en matières premières. Vulgairement parlant, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde, Monsieur Chardon? Non, pour tout le monde. En tout cas, on en aura. Oui. Nous, on a assuré une adéquation entre notre sourcing et nos ambitions de volume. Est-ce que ça doit être du chacun pour soi dans cette histoire, ou est-ce qu'il faut que on collabore entre constructeurs, entre industriels en Europe? Il y a des collaborations, il y a des filières, il y a des engagements. Est-ce qu'il y en a assez pour vous? Voilà. Est-ce que pour nous, espèce d'instinct grégaire, instinct de conservation, on est dans une logique où on est un groupe avec un groupe multimarque avec donc des besoins importants. Vous l'avez rappelé, plus de 8 millions de véhicules. Ça nous permet d'avoir un avantage fort qui est celui d'avoir des économies d'échelle entre nos marques et entre guillemets chez nous. Donc c'est certainement plus simple à gérer que quand vous devez vous associer entre différents constructeurs. On a cette chance. À ceux qui disent aujourd'hui que la voiture électrique finalement n'est qu'un mirage et que si ça se trouve il n'en restera rien dans quelques années, qu'est-ce que vous répondez, vous? Le mirage, il est absolument plus là. Il est tangible, on le voit mois après mois. Il y a une demande qui s'installe. Donc il y a une conjonction de planètes entre des demandes fortes au niveau des politiques, des investissements forts qui se mettent en place chez nous, et on voit qu'on est en train de lever petit à petit tous les freins qui existaient en termes de sécurité, en termes d'autonomie, en termes de recharge, en termes d'accessibilité, sont petit à petit avec les nouvelles générations de véhicules. Mais si nous n'avons pas en amont les ressources en énergie pour approvisionner ces voitures électriques, vous voyez quel est le débat aujourd'hui sur le mix énergétique de la France, sur la capacité justement à construire. Ce débat, s'il n'y a pas suffisamment de réacteurs, s'il n'y a pas forcément assez d'énergie disponible dans les prochaines années, il n'y a pas de voiture électrique pour Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est évidemment en contact rapproché avec EDF et ils sont très rassurants sur ce sujet. Qu'est-ce qu'ils vous disent chez EDF? Pourquoi ils nous disent déjà qu'il y a quand on se projette avec nos chiffres, là je parle de 2030, mais quand on regarde à court terme, sincèrement, on n'a pas de contraintes. Et nous, il faut qu'on se projette en disant qu'est-ce qui va se passer quand tous nos véhicules électriques vont arriver et quand le marché va basculer. Ils nous disent que premièrement, la demande va baisser en partie parce qu'il y a tous les décrets tertiaires qui sont mis en place. Donc, on va avoir là aussi une demande de l'électricité qui va arrêter de croître comme on l'a fait année avec année. Ça, c'est année après année. C'est compliqué déjà d'évaluer l'évolution de la consommation d'électricité dans un pays. On peut le faire. Le deuxième point, c'est que il y a tout un plan de développement aussi d'énergie verte. Si je prends moi l'exemple, nous, Volkswagen Group France, on a mis en place sur notre site de stockage avec Engie, on a le 5e parc photovoltaïque de France, privé. Donc il y a plusieurs investissements de ce type qui vont aussi générer de l'électricité positive à partir du solaire ou d'autres. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est important. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des véhicules avec bidirectionnels. Donc bonne nouvelle, on le lance en 2023 chez Volkswagen et chez Audi. Donc c'est des véhicules qui vont vous permettre, une fois que vous êtes chez vous, d'utiliser la batterie qui est stockée pour renvoyer de l'électricité dans le réseau aux périodes de pic. Parce que c'est ça la grosse contrainte d'EDF aujourd'hui, c'est de gérer les pics. Donc, typiquement, vous arrivez chez vous le soir, 18h, 21h, vous avez besoin de beaucoup d'électricité. Le véhicule électrique qui a encore de la disponibilité va aider à passer à ce pic. Et puis plus tard, à 2h, 3h du matin, quand en plus les tarifs sont plus avantageux, eh bien vous allez pouvoir renvoyer de l'électricité, recharger le véhicule. Donc ça, c'est un point qui est très très intéressant pour EDF. Donc finalement, plus de véhicules électriques du groupe Volkswagen bidirectionnel, c'est finalement une chance qu'on offre pour délestage. Donc pour vous, il n'y a pas de délire dans l'électrification à tout va des gammes des constructeurs automobiles aujourd'hui. On est complètement rassuré par les stratèges d'EDF. Et sur la fin du thermique en 2035 en Europe, est-ce que vous dites, comme certains le disent, beaucoup off the record dans la profession, quand est-ce qu'on arrête ce délire? Voilà, certains le disent tout bas.
Est-ce que vous dites toujours 2035? Oui, c'est tenable finalement. Il y en a qu'un dans l'industrie automobile en Europe qui le dit vraiment, c'est Carlos Tavares, finalement le patron de Stellantis, qui dit pique-pendre de cette échéance 2035. Nous, on est sur le plan 2035. Sincèrement, quand on investit 80 milliards sur ces sujets, quand on a des plans produits avec 50 véhicules, c'est qu'on y croit. On est en train de se doter de toutes ces compétences. Je ne vais pas refaire l'histoire. On ne peut pas comparer la France et la Norvège, mais la Norvège, l'an dernier, c'était déjà 80% du marché qui était purement électrique. La Suède, ils ont passé les 50%. Les Pays-Bas sont en train de s'en rapprocher. Donc on voit qu'on est sur une logique inéluctable. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'interroger les clients qui, en France, ont déjà basculé. Si vous interrogez un client de véhicule électrique et vous lui demandez votre prochaine voiture, je ne parle pas de marque, mais quelle énergie vous irez, 100% vous disent on renouvellera sur l'électrique. Donc c'est un phénomène de fond qui va accélérer. Mais si vous posez la question aux millions de Français qui n'y sont pas encore passés, qui en semblent loin, qui se disent j'en suis loin, ils vont vous dire le prix, la disponibilité de bornes de recharge un peu partout en France, sur les rues, sur les autoroutes. Sur le prix, c'est vrai. Donc on est en train de travailler. Je disais, véhicules à moins de 25 000 euros qui vont arriver en 2025. Donc on n'est pas en train de dire que ça va se faire tout de suite, mais on est en train aussi, nous, de contribuer à ce développement. C'est parce que 2035, c'est demain. Voilà. 2035, c'est demain. Donc 2025, c'est finalement dans quelques heures par rapport à cette échelle. Donc là, on fait des efforts importants. Le deuxième point qui est important, c'est celui de la recharge, qu'il faut absolument lever. Et nous, le groupe Volkswagen, on est partie prenante en Europe d'un réseau de 20 000 superchargeurs. Et quand je regarde en France, avec notre réseau de concessionnaires, d'ici la fin de cette année, c'est 300 superchargeurs supplémentaires qu'on va mettre en place. Des superchargeurs accessibles en 24/24, 7 jours sur 7, avec des puissances qui vous permettent de recharger votre véhicule de 20% à 80% en 25 minutes. Donc finalement, le temps d'une petite pause, vous êtes rechargé. Et on le voit aussi sur les réseaux autoroutiers. Il n'y a pas une aire d'autoroute dans laquelle vous arrêtez, vous ne voyez pas des travaux d'électrification. Donc là aussi, c'est vrai qu'on a peut-être pris un peu de retard, mais on voit que ça accélère. Il y a encore quelques petites contraintes de semi-conducteurs, mais c'est bien engagé. On me glisse la question à 30 secondes. La Formule 1, alors il faut vous poser la question. La Formule 1, la Formule 1, Audi 2026, je vous donne rendez-vous. Donc Marc Huillanout, notre nouveau directeur Audi, donne rendez-vous à la presse le 14 février à Paris. Et en plus, nous aurons une maquette de Formule 1 de Audi. Donc vraiment, ça c'est une occasion à ne pas perdre. Ça fera des belles images, comme on dit. Merci beaucoup, Xavier Chardon. Merci de passer nous voir pour cette grande interview ce soir sur BFM Business. Merci, bonne soirée. Xavier Chardon, président du directeur de Volkswagen Groupe France avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Merci.